Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, la police municipale représente-t-elle un danger pour la paix sociale au Cameroun? Les frasques et dérives de cette structure provoquent depuis quelque temps des soulèvements populaires et suscitent des inquiétudes au sein de l'opinion nationale. Quel rôle joue la police municipale? Le dossier du 20h ouvre un débat et propose des pistes de sortie de crise. Paul Atangandi instruit les gouverneurs à travailler en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour faire régner la paix dans les régions en crise. Instruction faite au thème de la conférence semestrielle des gouverneurs à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de l'accident de la circulation survenu au rond-point d'Eido, ici à Douala, une question tarot des esprits des Camerounais, celle de savoir si les agents de la communauté urbaine de Douala avaient-ils mesuré l'ampleur des risques et conséquences de leur acte en remorquant un camion grumier sans son conducteur à bord. De moins, cette énième frasque de la police municipale de la communauté urbaine de Douala aurait pu coûter la vie à plus d'une dizaine de familles. Le reportage de François Dikoumé et Jean-Paul Chognat. Un mastodonte en travers la chaussée, des billes de bois prêtes à se déverser dans tous les sens, la circulation paralysée de longues heures durant. Le bilan de cet accident aurait pu être dramatique, en plein cœur de Douala. Si ne coincez pas avec les voitures, si les billes de bois se veillent, c'est qu'on ne compte pas les morts qui sont arrivés à droite aujourd'hui. Nous on marchait à pied, on a eu même de la chance pour crier même que les gens sauvez-vous. C'était grave. S'il n'y avait personne là, c'est que beaucoup de gens mourraient ici là. Le grumier tombait en panne en pleine agglomération. Les agents de la police municipale prennent le risque de dégager par force le poids lourd de plusieurs dizaines de tonnes sans son conducteur à bord. Et l'irréparable se produit quand l'attelage du camion remorqueur de la communauté urbaine de Douala lâche son lourd fardeau qui à son tour dévale la pente, broyant tout sur son passage pour finir sa course à cette position. Quand il rentrait de l'école, le camion, il a commencé de là, il était en train de monter avec le camion ici là. Subitement au niveau d'ici là, comme il y a une bosse là, quand le camion blanc là est monté sur la bosse, les deux cadavres qui supportent la roue là ont lâché. C'est pour cela que le camion a baissé jusqu'ici là. Au-delà des dégâts matériels énormes, le propriétaire de ce véhicule réduit en tas de ferraille a eu la peur de sa vie, voyant de ses propres yeux la mort venir. On est en train de rouler dans les embouteillages et tout de suite je vois un camion avec les billes de bois et une fois les gens ont commencé à crier. Quand je constate que ça venait vers moi, j'étais déjà coincé et par la grâce de Dieu je suis sorti et je remercie Dieu pour tout. Comment en est-on arrivé à ce carambolage où des gens ont failli laisser leur vie? Visiblement, c'est le refus du conducteur de camion grumier à céder à une arnaque à ciel ouvert qui a énervé les policiers du super-maire de Douala à vouloir vider à tout prix à l'aide d'une cuillère à soupe toutes les eaux du fleuve Vouri. Et des voitures qui tirent les billes de bois depuis 2000 tonnes, c'est impossible. Le gars, la commune a demandé 100 000. Le chauffeur dit que nous n'avons pas 100 000. Ils ont demandé 50 000. Le chauffeur dit que là, 5 ans, ils ont refusé. Ils ont embarqué la voiture. Le chauffeur maintenant a pris la moto. Les chauffeurs sont là, tout le monde sont là. Sans le chauffeur tire la voiture, regardez la petite voiture qui tire le billes de bois qu'on n'a pas maintenant à voir. C'est qu'il y a des mentalités au pays comme ça là. Il faut respecter quand même l'humanité. Après leur forfait, les agents de cette police municipale ont pris la fuite devant la colère de la foule. Et sur cet accident sans mort d'homme, plusieurs questions persistent avec acuité. Le camion grumier a-t-il régulièrement subi une visite technique avec délivrance d'une attestation au point de circuler au vu et au su des autorités compétentes? Sur cette énième frasque de cette police municipale, ces agents aveuglés par l'appât du gain facile avaient-ils mesuré la portée des conséquences d'une action à haut risque sur la vie des usagers de la route? Et enfin, qui payera la note salée des dégâts matériels et dommages psychologiques enregistrés? Autant de questions que même pas les agents de cette police municipale de la communauté urbaine de Douala peuvent répondre.
Depuis quelques semaines, voire des mois, la police municipale ne cesse de faire l'objet de vives critiques. Des interpellations abusives des conducteurs et commerçants se sont très souvent soldées en affrontements sanglants avec à la clé des morts. De Douala à Yaoundé, des usagers expriment leur indignation. Retour sur quelques incidents ayant marqué l'opinion nationale dans ce reportage de Mathilda Kemazou et de Kedia. Depuis la fin d'année 2018, la police municipale essuie de nombreux scandales qui doucement, mais sûrement, l'ont hissée au sommet de l'impopularité. Si elle était déjà réputée pour ses frasques dans le traitement des commerçants ambulants, son intrusion dans la circulation routière et ses légers affrontements dans les marchés, elle est montée en puissance à la fin d'année 2018, causant des affrontements à une plus grande échelle et même des morts. Le premier scandale du genre remonte au 30 novembre 2018. Un accident de la circulation se produit à Bonassama, au quartier Bonabéry. 5 morts sur le carreau, en majorité des conducteurs de moto. Les témoins racontent que les agents de la police municipale, qui avaient interpellé pour défaut de paiement d'impôts ces derniers et les incité à se barrer sur le bas-côté, sont à l'origine de leur mort. Quelques mois plus tard, on est au marché Mbopi à Douala, des affrontements éclatent entre commerçants et agents de la police municipale venus interrompre une réunion organisée par Alice Maguedjo, alors leader des commerçants du dit marché. Le 8 février 2019, c'est au tour des commerçants du marché central de Yaoundé de s'en prendre aux agents de la police municipale qui ont saisi leurs marchandises et interpellé l'un des leurs. Le 13 février, seulement quelques jours plus tard, rebelote et Likezoa. Toujours à Yaoundé, un contrôle de routine se transforme en échauffourée. La colère des conducteurs de moto déboulera sur une bagarre. Bilan, une voiture et une moto incendiées. Le prophète d'une Fundi prendra ses responsabilités en interdisant l'activité de la police municipale sur son territoire. Mais le 14 février 2019, à Douala, un autre incident se produit. Un gros porteur tombe en panne au lieu-dit rond-point d'Aïdou. Les agents de la police municipale, désireux de le mettre en fourrière, le remorquent sans personne au volant. La remorque lâche, c'est le sauve qui peut. Une voiture et une moto seront broyés. Les agents responsables de cet incident vont fondre dans la nature. En plus de ces grands incidents, il faut ajouter à la liste de nombreux cas de raquettes et d'abus de toutes sortes qui ont développé chez les usagers de la route, les commerçants et le citoyen camerounais, de façon générale, un rejet de sa police municipale. Et vous l'avez suivi, les conducteurs de motos, taxis et même de redoutent les actions que mènent les agents de la police municipale sur le terrain. Cette création des maires des grandes villes du pays, pour la plupart, sont des hommes pas du tout formés, d'où les dérives enregistrées au quotidien. Le reportage de Flavien Valondongo et d'Alastana. Au Cameroun, plusieurs communes de grandes villes ont recruté en leur sein des agents de police municipale. À côté des services qu'ils rendent, plusieurs parmi eux sont dotés des esprits impropres à l'éthique morale. La police municipale nous dérange. Monsieur le maire ne peut pas demander d'aller contrôler l'impôt libératoire. Et ils sont maintenant pour demander la carte grise, la carte d'identité ou le permis. Des usagers qui redoutent des actions négatives de ces agents de la police municipale épousent les indignations du chef de l'exécutif de Douala 3e au regard des plaintes enregistrées. N'étant pas rémunérés, ils ont toujours tendance à vouloir chercher ce qu'ils n'ont pas à la mairie sur la route. Imaginez-vous, c'est des pères de famille, quand ils sortent, ils ont derrière les tensions qu'il faut avoir, les rations et tout. Et étant considérés comme des saisonniers ici chez nous, ils touchent une fois les 6 mois. Toutes ces dérives, et selon le maire, sont dues au manque de formation de la quasi-totalité des agents de la police municipale. Il y a eu une quinzaine qui a été formée, mais c'est trop petit parce qu'à Douala 3, nous avons presque une soixantaine de policiers municipaux. Donc s'il y a une quinzaine seulement qui sont formés, ce n'est pas suffisant. Pour le syndicat des employés communaux du Vouri, la mise sur pied d'une police municipale est une fabrication des maires qui souhaitent évoluer en marge des textes réglementaires aux communes. Malgré tout, précise-t-il, la police municipale est un mal nécessaire. Je pense que la police municipale n'exagère pas. Ils ne font que pratiquer ce qui leur a été demandé. Je ne dis pas que c'est des saints, mais je dis dans le cadre de la police municipale proprement dite, les missions
que la police met sur l'exécution sont les missions définies déjà par l'employeur qui est le maire de la commune d'arrondissement avec le chef service technique. Cette police municipale que semblent aduler les patrons des communes serait utile et sans contestation que si elle a des agents bien formés et de bonne moralité. Et 2 jours après la grogne des conducteurs de moto-taxi à Yaoundé, l'image du véhicule et de la moto brûlée en plein cœur du quartier Eliguézois continue de hanter le quotidien des habitants. Et les syndicats des travailleurs des communes dénoncent les bavures des agents de la police municipale à qui le manque d'une formation adéquate pour l'accomplissement de leur mission. Élisée Borbaye et Cyril. À Yaoundé, l'on n'est pas prêt d'oublier les événements du quartier Eligjoa lorsqu'une opération de contrôle de pièces a mal tourné entre des éléments de la police municipale de Yaoundé 1er et des conducteurs de moto-taxi. Les travailleurs des communes eux-mêmes dénoncent les abus des agents de police municipale, ces derniers ne bénéficiant pas d'une formation nécessaire à l'accomplissement de leur mission. C'est pas parce qu'on est gros bras qu'on pense qu'on doit taper sur tout le monde. C'est pour cela que j'exige souvent les renforcements de capacité dans ce genre de choses. Parce que le tout, c'est pas de recruter les gens et de les mettre dans la rue pour faire un travail public. Il faut au préalable qu'ils connaissent ce qu'ils doivent aller faire véritablement sur le terrain. C'est pour cela qu'on se retrouve avec des abus qui dégénèrent souvent à des situations que nous ne pouvons plus maîtriser. En fait, d'agents de police municipale, il s'agit de concessionnaires ou de sous-traitants à qui le maire confie une partie de ses prérogatives. Si leur rôle n'est pas remis en cause, tout réside cependant dans la manière. Le maire, dans sa politique, peut décider de recruter un concessionnaire pour la gestion d'un pan de sa structure. Mais je continue à penser qu'il est obligatoire pour les communes de favoriser au renforcement des capacités et des agents communaux et la police municipale et toute autre personne qui est intéressée ou bien qui doit travailler pour la municipalité. Avant le quartier Eligjoa, le marché central de Yaoundé avait déjà été en ébullition du fait des bavures de la police municipale. Le préfet du département du Fundi a interdit cette activité sur l'ensemble de son territoire de commandement pendant une durée de 30 jours éventuellement renouvelable, le temps d'y voir plus clair. Dans le reste de l'actualité, les questions sécuritaires à l'instar de la lutte contre le terrorisme, les enlèvements dans la partie septentrionale et les violences en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun ont largement dominé les travaux lors de la conférence semestrielle des gouverneurs à Yaoundé. Le ministre Paul Atangandi les a instruits à travailler davantage avec les forces de sécurité pour pouvoir faire régner la paix dans ces régions en crise. Le reportage de Guizogo et Emmanuel Job. La tenue de la conférence semestrielle des gouverneurs des régions offre l'occasion de mesurer l'état de santé du Cameroun. En ce début d'année 2019, la Damawa bat des records d'insécurité et le gouverneur de cette région avance les raisons de cette situation. On a parlé des actes d'enlèvement des biens des personnes. C'est un phénomène qui perdure. Il y a plus de 50 ans que cela perdure. Nous sommes une région frontalière à 3 pays. Le Nigeria, le Tchad, la Centrafrique, et nous sommes aussi frontaliers avec la partie méridionale du Cameroun où tous les grands bandits, les bandits de tout acabit viennent écumer notre région. Mais pas question, poursuit-il, d'affirmer que l'aspect sécuritaire y échappe au contrôle des autorités. Non, il ne faut pas le dire. Ça a été toujours sous contrôle. Le ministre, sa preuve, il est venu féliciter les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre pour le travail déjà abattu. Bon, nous sommes dans Ragayardi aujourd'hui. Outre la Damawa, l'Ouest subit certes de plein fouet la pression des réfugiés de la crise anglophone. Toutefois, on y met en avant les mesures prises pour faire face à ces contrariétés. Nous sommes en train de tout faire avec les forces de maintien de l'ordre, les populations ainsi que les comités de vigilance pour pouvoir
contenir et contrecarrer toutes ces incursions. Du côté du Soleil Levant, dans la région de l'Est, la question des réfugiés, estimée à près de 180 000, est prégnante et il en découle des préoccupations sécuritaires auxquelles il faut répondre. La première concerne la sécurité. La plupart des attaques de coupeurs de route sont enregistrées autour des camps de réfugiés. Les malfaiteurs pourraient venir de ces camps. Le deuxième problème, c'est la baisse du volume d'aide des donateurs. Le PAM, le HCR ont vu leurs ressources diminuer. Tout comme dans le nord, où le mode d'élevage lié au nomadisme entretient le risque des enlèvements contre lesquels on se mobilise. Nous continuons à prendre des dispositions afin d'anticiper sur un certain nombre de menaces qui sont essentiellement liées à ceux qui prennent le vilain plaisir d'enlever les personnes pour demander des rançons. Parce que c'est un raccourci de la vie, parce que c'est des paresseux, et au-delà des paresseux, mais en fait des malhonnêtes. Ce tableau qui montre une surchauffe du thermomètre du point de vue sécuritaire offre néanmoins un peu de répit dans l'extrême nord. We have also a vigilant committee who come and accompany forces of law and defense. Nous avons le comité de vigilance qui accompagne les forces de l'ordre au point qu'aujourd'hui Boko Haram est brisé. Désormais, nous travaillons sur les questions de relance du développement comme la reconstruction des villages et le retour des populations dans les 10 villages. Pour le moins, à l'heure actuelle, le chantier de la sécurité au Cameroun est loin d'être de tout repos. Et parlons à présent du barrage hydroélectrique de Bini à Ouara. Le gouvernement tente de relancer les activités en arrêt depuis plusieurs mois. Une délégation ministérielle est descendue pour aller remotiver les quelques employés encore en poste sur le chantier après le licenciement de plus de 200 de leurs collègues. Les raisons de l'arrêt des travaux se trouvent dans l'absence du paiement de la quote-part du gouvernement dans le financement de ce projet. Jean-Blaise Noupayé et Sylvestre Zangao. Le projet du barrage hydroélectrique de Bini à Ouara, dans la région de la Damawa, est à l'arrêt. Et pour cause, il n'y a pas d'argent pour poursuivre les travaux. L'entreprise chinoise Sino Hydro, maître d'œuvre, peine à se faire payer les décomptes transmis à l'État du Cameroun, qui n'a pas mobilisé sa quote-part de 20% destinée au financement des travaux. Pour travailler sur le chantier, 250 ouvriers camerounais avaient été recrutés sous contrat de 2 ans. Mais près de 200 d'entre eux ont été licenciés au bout d'une année par l'entreprise chinoise au mépris de leur contrat après avoir travaillé dans des conditions difficiles. On a signé le contrat de 2 ans. Bon, je n'ai pas volé, je n'ai ni quoi, mais on veut nous licencier brusquement. On n'a pas les rations, les avantages, les primes zéro. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a que les postes indispensables qui fonctionnent actuellement. Vous voyez, on se retrouve en train de travailler le samedi ou le dimanche. Le salaire minimal d'un employé, je prends par exemple d'une traductrice comme moi, c'est pas respecté. C'est pas respecté parce que notre gouvernement ne nous vend pas. C'est très moins cher. Ou une entreprise étrangère ne va pas te donner 150 000 alors que le gouvernement dit que c'est à partir de 100 000. Je suis chauffeur des camions. Alors, ils m'ont embauché depuis novembre 2017. Après le licenciement, je suis au quartier, je suis un père de 6 enfants ici. J'ai des collègues qui sont déjà à Tibati actuellement. J'ai ceux qui sont à Yoko, toujours pour chercher le travail. Vous voyez un peu, puisqu'ils sont déjà impatients. Face à cette situation, le ministre de l'Eau et de l'Énergie et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale sont allés sur le chantier du barrage de Bini à Ouara pour remotiver la cinquantaine d'employés restés en poste. Je voudrais donc rassurer les travailleurs, les employés, pour vous dire que le projet ne s'est pas arrêté. Au jour d'aujourd'hui, une somme de 9 milliards de francs CFA a déjà été payée au compte de cette assurance qui incombe au gouvernement du Cameroun. Donc, il est donc attendu une dernière tranche de 4,5 milliards. Et la dernière tranche est une question de jours. Et dès lors que les ressources sont mobilisées,
C'est ce que l'entreprise chinoise attend. Ces 34 milliards vont déjà permettre à l'entreprise de couvrir ses premiers 20 milliards qu'il a eu à préfinancer. D'une capacité de 75 MW, le barrage hydroélectrique de Bini Awara est très attendu par les populations du Septentrion. Le barrage de lac d'eau, qui les ravitaille pour l'instant, étant handicapé par une mauvaise hydrologie. L'exploitation forestière illégale recule malgré quelques réticences. C'est le principal défi acquis du projet Agir sur les défis de l'APV, dont les forces et faiblesses ont été passées au peigne fin au terme de 2 années de mise en œuvre au Cameroun, en RCA, au Gabon ainsi qu'au Congo. Joël Essengue, Marcelin Ransop. Lancé en 2016, le projet Agir sur les défis de l'APV avait pour principal objectif la réduction des risques d'exploitation forestière illégale dans le cadre de grands investissements, qu'il s'agisse des investissements miniers, agro-industriels qu'infrastructurels. À l'heure du bilan, il y a lieu de se réjouir des acquis qui ont été enregistrés. Parce que ça a pu réduire le changement du couvert forestier à 60%. L'objectif principal du projet était de réduire l'exploitation illégale. Et nous avons constaté lors de nos missions sur le terrain, lors des dénonciations que nous avons effectuées, qu'il y a eu des suspensions de certains titres pour cause de superposition d'usage, pour cause de la dégradation de l'environnement, pour cause de violation des droits de communauté. Des propositions ont été faites par la société civile afin de mieux encadrer les conversions forestières et les droits des communautés dans la loi forestière. Il faut préciser que le processus est actuellement en cours et nous pensons que c'était une aubaine, une occasion, n'est-ce pas, inespérée pour la société civile de contribuer à travers des réformes qui ont été engagées. Et le Cameroun alors? Dans le cadre de ce projet, nous avons fait une étude sur l'analyse des conversions des forêts, notamment au Cameroun, où on a encore relevé effectivement que ce phénomène n'est pas très bien encadré par la législation. Et aussi, on a également constaté qu'au niveau même du processus d'attribution des titres de récupération de bois sur ces concessions attribuées, il y a également des problèmes de légalité qui se posent. Alors que le projet rentre en gare, il y a lieu de poursuivre le plaidoyer. C'est d'autant que la lutte contre l'exploitation forestière illégale est un combat de longue haleine. Continuons en termes de plaidoyer, effectivement, de pouvoir dire plus de légalité dans l'exploitation du bois, dans les grands investissements, ce sera très important. Vous imaginez que nous perdons, le Cameroun, l'État camerounais perd suffisamment d'argent avec l'exploitation illégale du bois. Et cette bataille ne pourra porter des fruits que si tout le monde s'implique. Aussi bien les pouvoirs publics que la société civile et les communautés riveraines des zones d'exploitation forestière. Parce que quand la société civile parle toute seule, eh bien on dit qu'elle dérange. Alors nous on a travaillé avec les magistrats, on les a amenés, ils ont constaté par exemple les billes de bois qui ont été abandonnées, et tout ça, et ça représente un gros manque à gagner pour l'État. Ils étaient même scandalisés. Le projet Agir sur les défis de l'APV a été conduit par le Centre pour l'environnement et le développement en partenariat avec l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Brain Forest au Gabon et la Maison de l'enfant et de la femme pygmée en République centrafricaine. En éducation, la prolifération des instituts privés d'enseignement supérieur est loin de résoudre le problème lié à la formation des étudiants au Cameroun. Ces derniers ont toujours du mal à se frayer un chemin dans le monde de l'emploi. Des manquements relevés par le recteur de l'université de Douala au cours d'une signature des accords de tutelle académique avec les IPES. Innocent Abega et Gladys Didi. L'enseignement supérieur privé est-il encore la voie royale pour accéder à un emploi décent? La multiplication des filières académiques dans les instituts privés est loin d'avoir résolu le problème de l'inadéquation entre la formation et les exigences du monde économique. Malgré la tutelle académique des universités d'État, de nombreux manquements sont décriés. Entre insuffisance d'enseignants qualifiés et manque de matériel indispensable pour la professionnalisation des formations, le recteur de l'université de Douala interpelle les promoteurs de ces instituts privés d'enseignement supérieur. Les enjeux du tutelle académique, c'est d'abord cadrer l'établissement, que l'établissement puisse fonctionner en respectant les standards de l'enseignement supérieur, en termes de qualité d'enseignement. Et cela passe aussi en termes de qualité
d'enseignants. Et on s'assure de la qualité des formations qui sont dispensées, et parce que ça y va de l'ensemble de l'enseignement supérieur. L'État fait une concession au niveau du secteur privé par rapport à l'enseignement supérieur. Il faut maintenant que le ministère de l'enseignement supérieur suive. Et ne peut suivre que par les éléments de terrain que sont les universités. Donc nous, s'assurer que c'est toujours le même standard, le même niveau. Le respect des exigences et le standard international en matière de professionnalisation des enseignements sont loin d'être une préoccupation majeure dans certains instituts privés d'enseignement supérieur, où l'ouverture de nouvelles filières est souvent perçue comme une affaire lucrative. Des universitaires et promoteurs d'instituts d'enseignement supérieur se défendent. Certains disent s'adapter parfois à leur environnement. Il ne s'agit pas d'un projet personnel ou d'un création d'une entreprise individuelle. La professionnalisation dont il s'agit, ce n'est pas une professionnalisation théorique. Nous avons privilégié chez nous, d'abord étant une zone où il y a beaucoup de commerce, d'activités commerciales, nous avons pensé que les filières liées au commerce, à la comptabilité devraient être importantes. Nous sommes venus chercher la tutelle académique et le support académique et scientifique de l'université de Douala, en plus des autres que nous avons. Ce partenariat nous engage davantage, engagement pour la qualité, engagement à mieux faire, à mieux former pour pouvoir défendre cette université dans laquelle nous avons été étudiants. Et ce que nous recherchons ici, c'est la possibilité de former des étudiants de niveau Bac+3 à Bac+5. Au cours de cette rencontre, les enjeux sociaux de transformation de nouvelles générations ont été déclinés afin de permettre aux étudiants d'acquérir des compétences et aptitudes qui favorisent leur insertion dans le monde de l'emploi. Rendons-nous à présent du côté de Bandiok. Là-bas, les médicaments de la rue dictent leur loi. C'est d'ailleurs la seule issue à l'absence des pharmacies et l'indisponibilité de certains médicaments dans des structures sanitaires. C'est dans un tel contexte que le centre de santé de Nyassa, fermé depuis plusieurs années, a rouvert ses portes. Charles Melingui, Marcelin Gansop. À Bandiok, dans la Haute-Sanaga, c'est dans la rue que la majeure partie de la population se soigne, et pour cause. Nous n'avions pas de pharmacie agréée. C'est déjà ça le grand problème ici à Bandiok. Dans les années 80, il y avait des pharmacies qui ont fermé boutique. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison. C'est pourquoi aujourd'hui la population se retourne vers ces pharmacies de la rue qui nous vendent du poison à tout vent. Un poison qui ne cesse de faire des victimes, au vu et au su de tous. J'avais demandé à un vendeur, toujours un docteur, communément appelé, s'il pouvait me trouver quelque chose qui pouvait soulager toujours mon mal de dents. Il m'avait donné 2 comprimés en me prescrivant qu'il fallait que je mange d'abord avant de consommer parce que c'était très tôt le matin. Et quand j'ai consommé, tout de suite je suis tombé où j'avais perdu connaissance. C'est après qu'un voisin était venu découvrir que c'était le tramadol, si c'est le tramadol, si c'est le tramol, je ne sais pas. Doit-on donc traquer les docteurs de la rue, comme ils se font appeler? La population est divisée sur la question. C'est d'autant que les médicaments prescrits dans les structures sanitaires ne sont pas toujours disponibles. Parce que le temps, n'est-ce pas, de quitter ici pour aller acheter un médicament, par exemple, à Obala, est-ce que ça va vous attendre? La population va souffrir, il y aura des morts. Il n'y a pas de contrôle, aucun contrôle sanitaire. Pourquoi? Parce qu'on va faire comment? C'est le seul mot que les Camerounais ont trouvé. On va faire comment? On se débrouille. C'est dans un tel environnement où l'ouverture d'une ou de plusieurs pharmacies s'impose que le centre de santé intégré de Niassi reprend vie après plusieurs années d'hibernation. Vraiment, les mots me manquent, monsieur le sous-préfet. Parce que ce centre de santé était déjà abandonné, raison pour laquelle je vais vous donner une doléance. N'ayant plus la force de faire pression sur les agents communaux qu'on a envoyés ici, que l'infirmier chef qui est là, après, ait des présences effectives et une fiche de pointage pour qu'on ait la lisibilité sur le travail. Voilà qui devrait rassurer les populations qui sont confrontées au quotidien à tout type de maladies. Dans ces centres, nous devons pouvoir offrir aux populations toutes les prestations sanitaires de droit et faire respecter la politique nationale avec tout ce que le ministère de la Santé publique, le gouvernement fait en termes de vaccination pour protéger nos enfants 0,5 ans, les femmes enceintes,
en termes de lutte contre le paludisme qui reste encore la première cause de mortalité, la première cause de morbidité, la gratuité chez les enfants, la gratuité chez les femmes enceintes. En procédant à la réouverture de ce centre de santé, le sous-préfet de Mbandjok, ici représenté par son adjoint, a invité les populations à savoir profiter de cet acquis, au lieu de recourir, comme c'est malheureusement le cas, aux tradis praticiens, marabouts et autres charlatans. Quand vous avez des petites maladies, ça peut sembler maladie à première vue, alors que c'est profond. Venez d'abord au centre de santé avant d'aller chez le tradit praticien, à Langmimbu, je ne sais pas comment vous les appelez ici. Je ne rejette pas leur utilité. Ils ont fait leurs preuves, ils ont sauvé les vies. Mais la sagesse voudrait quand même qu'on vienne d'abord dans un centre de santé. Quand l'infirmier va vous dire non, bon, vraiment cette maladie-là, j'ai un peu de doute, voilà, bon. Comprenez donc que c'est le moment de peut-être virer là-bas. Un message dont on espère qu'il n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge-Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge-Alain. Retour une fois de plus, Madame, Monsieur Nadine Yambo, sur la police municipale à Douala et à Yaoundé. Ce sera l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie, le débrief. Bonne soirée à vous, Nadine Yambo. Bonne soirée à vous, Serge-Alain. Rendez-vous vendredi 20h. C'est bien cela? Exactement. Voilà. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.